Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Ça va causer. Aujourd'hui, nous recevons deux membres d'une organisation très intéressante qui travaille très fort ici même à Montréal. Nous parlons de l'organisme Inter-Québec Afrique. Ils sont deux membres, en fait, ils sont deux représentants de cet organisme. On va parler justement des différentes activités qui animent cette organisation. Bonjour messieurs, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Et vous êtes monsieur? C'est monsieur Patience Koubgou-Moremi. Je suis président du conseil d'administration de l'organisme Inter-Québec Afrique. Voilà, je suis d'origine burundaise. Enchanté. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors vous êtes monsieur? Je suis monsieur Alexis Manirakiza. Je suis d'origine burundaise, comme l'a dit monsieur Patience. Je suis le chargé de la communication au sein de l'organisme Inter-Québec Afrique. Alors, l'organisme Inter-Québec Afrique, je reviens à vous. Pouvez-vous nous donner quelques éléments? Parce que j'aime bien dire les choses comme elles sont. Lorsque j'ai eu ce contact de la communauté burundaise, de la diaspora burundaise, c'était lors de cette soirée organisée par Vue d'Afrique, où il était question de la communauté rwandaise, de la diaspora rwandaise. J'ai eu ce plaisir de faire leur connaissance. Et durant cette rencontre, j'ai également parlé avec un monsieur qui était burundais et j'ai cru qu'il représentait justement cette diaspora burundaise. Chez vous, vous n'êtes pas là pour représenter la diaspora burundaise, mais vous êtes là parce que vous avez une organisation très précise qui s'active sur des questions très précises. Effectivement, vous l'avez bien dit, on est là pour représenter l'organisme Inter-Québec Afrique. Effectivement, nous sommes membres de la communauté burundaise, mais ici, nous ne prétendons pas représenter la communauté burundaise. Nous représentons l'organisme qui a des actions concrètes, une orientation, une mission, objectif concret. D'accord. Justement, on va en parler depuis quoi? Ça fait 2 ans déjà que l'organisme existe, c'est bien ça? C'est bien ça. Ça fait 2 ans que l'organisme existe au Québec, et enregistré des entreprises du Québec. Et l'organisme Inter-Québec Afrique a comme mission principale de contribuer à la promotion du bien-être des communautés à travers la coopération, la collaboration, le renforcement des échanges, et de transfert de technologies, de ressources, de compétences entre les communautés africaines, organisations, institutions publiques et privées, mais aussi avec le Québec. Dites-moi, qu'est-ce qui a provoqué, comment dirais-je, cette action? Vous êtes le responsable des communications. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez pensé à ça, qu'en fait quelques membres de cette diaspora de burundaise aient pensé à ça pour travailler justement sur ces questions? Merci beaucoup de la question. On a pensé à ça justement parce que nous sommes là. On a quitté notre pays. Certes, nous avons une connexion avec ce pays-là, le Burundi, mais nous sommes au Québec, nous sommes au Canada. Donc, il faut que nous nous intégrions comme d'autres communautés. Et pour nous intégrer, il faut avoir des racines. Oui. Et évidemment, nous sommes d'origine burundaise, nous savons les défis qu'il y a derrière dans notre pays. Lesquels? Alors, Québec Inter-Afrique, Québec Inter-Afrique, Québec Inter-Afrique. Je vais revenir à vous dans tout à l'heure. Je vais aller avec vous, monsieur. On parle ici des grands défis, pas seulement au niveau du fameux Burundi, mais au niveau de ce continent africain. On entend beaucoup parler de la jeunesse. Cette jeunesse, c'est notre époque à nous. Moi, je l'ai souvent dit sur Facebook, je dis, mais écoutez, nos parents, pour la plupart, sont décédés. Beaucoup parmi nous, nos parents sont tous partis. Et nos parents se plaignaient devant nous. Et tout le monde se plaignait, ça allait mal, ça allait mal. Moi, j'ai entendu ça toute ma vie. Là, c'est nous, c'est notre époque à nous, c'est nous les parents, c'est nous les grands-parents, c'est à nous de faire quelque chose. Dites-moi, quelle est votre lecture? Parce que je rencontre souvent mes frères qui vraiment s'activent. Tout le monde veut essayer de faire quelque chose pour en fait le continent, pour son pays. Tout le monde veut carrément s'activer. Vous, en tant que Burundais d'ici, qui êtes très très actif, quel est votre sentiment? Quelle est votre lecture aujourd'hui par rapport à la globalité de cette real politique africaine et économique? Merci de la question. Comme disait mon frère ici, Inter-Québec Afrique, ce n'est pas seulement le Burundi.
Vous l'avez bien dit, vous parlez des défis africains. Et on a pensé à ça justement parce que nous avons vécu et nous avons côtoyé, observé des défis, des enjeux à travers tout le continent en Afrique. Et notre organisation, justement, s'active à appuyer, à amorcer, à renforcer le bien-être des communautés en Afrique, parce qu'il y a des défis. Vous dites, c'est quoi ces défis? L'Afrique, globalement, comme vous le savez, depuis les dates d'indépendance pour certains pays, la plupart des pays ont connu une instabilité politique. Et des instabilités politiques, particulièrement dans notre région, parce que l'Interquébec Afrique met un focus sur la région des Grands Lacs, sur le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo, en plus aussi du Centrafrique. Et la plupart de nos pays, ce sont des pays qui ont connu une déstabilisation politique liée à des luttes intestines pour des intérêts sectaires. D'accord. Je vais pas vous interrompre, je vais quand même permettre à votre frère aussi de continuer. Vous avez mentionné tout à l'heure, vous parlez ici des luttes intestines, des luttes entre nous, quelque part. Pour le grand public montréalais, québécois, canadien, qui vous regarde, même ceux qui nous suivent sur YouTube au travers le monde, on est fatigué, vous savez, on est épuisé de tout le temps entendre que chez nous, là, c'est toujours des luttes intestines. Finalement, quand on observe ça de près, c'est des luttes de pouvoir entre des individus auxquels nous n'avons rien à voir, que nos frères et sœurs écopent. Votre point de vue là-dessus? Mon point de vue, c'est que c'est vraiment égocentrique. C'est égoïste. Ça dépasse tout ce que nous observons. Parce que moi, j'aime donner l'exemple du Canada. S'il y a un pays de diversité, de diverses communautés, de diverses ethnies, de diverses nationalités, c'est bien le Canada. C'est le carrefour du monde. Mais on n'entend pas, on ne voit pas, on n'observe pas de telles chicaneries, ce qui se trouve chez nous en Afrique. Donc, il suffit de pousser loin et d'analyser les choses en profondeur. Ce n'est ni la politique, ni la pauvreté dont on parle souvent. C'est vraiment l'égocentrisme lui-même. Des intérêts personnels. Des intérêts personnels, comme il a dit, des intérêts secteurs qui gouvernent nos pays africains. Et quand ça va là, c'est qu'il y a la corruption, il y a la mauvaise gouvernance. C'est ça. Donc, c'est vraiment cela qui gangrène et qui entrave le développement de nos différents pays africains. Et quand nous parlons précisément de notre partie d'Afrique, il a bien nommé Patience, le Burundi et les pays limitrophes, j'ai nommé les pays des Grands Lacs, c'est ce qu'on observe. Et malheureusement, les pouvoirs qui se succèdent n'apprennent pas les leçons des pouvoirs auxquels ils ont succédé pour pouvoir corriger et rectifier le tir afin que le peuple puisse en bénéficier au profit des ressources qui regorgent nos pays. Parce que les ressources, il y en a, il faut que nous en parlions. Il suffit de prendre l'exemple du Congo. Le Burundi lui-même, enfin, presque tous les pays africains ont des ressources naturelles sur lesquelles pourrait décoller l'économie. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Est-ce que, vous savez, vous vivez ici, on vit tous ici à Montréal. Nous côtoyons les Québécois d'origine, personnellement, depuis 1973. Je suis avec eux depuis 1973. Et c'est toujours cette question qui m'est posée et qui m'énerve, qui finit par m'énerver. Et pourtant, ils ont raison quand on dit, mais monsieur, votre pays là, vos pays d'Afrique là, mais vous êtes riches, vous êtes très riches. Comment ça se fait que les peuples sont pauvres au point que vous fuyez vos pays dans des manœuvres bizarroïdes, aller jusqu'au Brésil, au Mexique, pour finalement arriver ici? Alors que chez vous, c'est plat aux as. Vous avez le soleil, que vous pouvez même vendre, puisque nous, on achète le soleil, on va en vacances dans les pays du Sud, et vous l'avez, vous fuyez, vous venez ici. Moi, ce sont ce type de questions-là, avec le temps, et je vous le dis sincèrement, ça m'énerve. Je ne me fâche pas contre eux, je me fâche contre moi-même. Comme Africain, lorsque je regarde, lorsque j'observe, quand je nous entends nous-mêmes et je vois l'évolution, vous l'avez dit, depuis 60, la plupart des pays,
70, 64 d'autres pays, 78 d'autres pays. Et on est encore là, en train de rêver quelque part, comme les premiers universitaires africains qui rêvaient, et nous rêvons encore. Par contre, vous êtes dans l'action. Vous êtes dit, nous, on va bouger. Et là, vous faites bouger votre diaspora, votre communauté, pas seulement les gens burundais, mais vous dites les Africains, globalement, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Moi, je place justement ce grand défi chez nous sur nous constatons un grand déficit du leadership dans nos pays. Il y a un déficit de leadership et il y a cette instabilité politique. Vous voyez, même aujourd'hui, on parle encore des coups d'État. Et même des élections qui s'organisent sont biaisées. Tout ça devant, pour justifier justement les manœuvres, les antagonismes entre les gens pour des intérêts privés, des intérêts individuels. Alors là, nous, ici, si nous sommes ici, ce n'est pas parce que nos pays sont réellement pauvres, parce qu'on pouvait contribuer si on avait un environnement favorable à contribuer au développement de nos pays. Parce que, comme il a dit, les ressources sont là. Et les premières ressources, c'est les ressources humaines. Nous avons des ressources humaines, nous avons une population extrêmement importante, nous avons des intellectuels, mais la plupart tournent en rond autour de ces mentalités rétrogrades qui font que nos pays restent justement en arrière. Et nous, par rapport à ça ici, nous sommes ici, la plupart de nous étaient à l'aise chez nous, mais on se demandait qu'est-ce qu'on est en train de faire ici par rapport justement à notre jeunesse, à notre progéniture. Hein? Parce que si on regarde avant, on ne voit que de l'obscurité à cause justement du manque de vision de nos leaders. Mais nous voulons justement, avec les bonnes volontés qui sont au pays, dans nos pays, leur faire bénéficier de l'expertise québécoise, canadienne, de les faire bénéficier de l'expérience d'ici, d'ailleurs, pour leur montrer comment ils peuvent embrasser leurs réflexions pour le développement. Comment êtes-vous reçu au pays? Au pays, vous parlez de notre pays d'origine? Oui. Lorsque vous présentez des actions comme celle-là, qui sont tout à fait positives pour nous d'ici, mais comment est-ce que ceux du pays sur place vous reçoivent? Comment est-ce que ce message-là, ces actions sont reçues? On doit dire que nous sommes quand même une organisation naissante comme Inter-Québec Afrique. On vient de passer à peine 2 ans. La première année, c'était pour constituer notre base légale et administrative. Et nous sommes maintenant dans la 2e année. C'est là que nous commençons à faire des contacts au niveau du pays, le Burundi, et faire des contacts aussi au niveau du Québec, ici où nous sommes. Oui, il y a certaines petites actions qui ont été entreprises. C'est notamment des contrats ou alors des ententes avec les institutions gouvernementales, même privées. Pour les institutions gouvernementales, je peux nommer notamment l'institution de l'Ombudsman du Burundi, avec laquelle nous avons une entente. Et pour embrayer sur cette entente, nous avons initié des entretiens avec l'Ombudsman d'ici. Vous savez que c'est décentralisé. On s'est rendu compte que même au niveau du Burundi, c'est maintenant décentralisé jusqu'au niveau de la colline, ce qui est une bonne chose. Mais il faut que, comme Patience l'a dit, des expériences soient partagées ici au Québec et au Burundi. Parce que certes, il y a des ressources au Burundi qui ne sont pas suffisamment exploitées et ils pourraient bénéficier de cette expertise québécoise pour que les ressources qui sont là, disponibles, puissent être suffisamment mises à contribution. N'est-il pas possible de réaliser des projets? Je rêve, vous me direz si je suis réaliste ou pas, dans ce domaine-là. Vous avez parlé ici de où? Moi, je vous ai dit, mais mon Dieu, c'est encore... Oh là là, on parle des années 40, là, mais c'est encore là. N'est-il pas possible de réaliser des projets concrets qui démontrent qu'il y a une productivité, il y a un profit après X temps dans ce domaine-là, en allant chercher des fonds très précis pour vous équiper,
avoir ces équipements, mais avoir aussi les techniciens qui vont avec, qui ont ça. Est-ce que ce type de projet-là, est-ce que c'est possible de le faire, oui ou non? Effectivement, si je peux l'appuyer. Allez-y, oui. Dans ce domaine, comme je disais, nous avons commencé par la mise en place de l'organisation, les plans d'action, oui. Priorisation. Maintenant, on a fait des contacts, l'analyse de la situation dans nos pays, mais aussi ici, pour identifier des partenaires clés avec qui on peut travailler. Surtout ici. Ils sont très forts là-dedans. Alors là, dans ce domaine spécifique de l'agriculture, l'agroalimentaire, nous sommes en train de développer une convention de partenariat avec un collectif d'associations paysannes pour le développement au Burundi, qui s'investit à renforcer les capacités des communautés agricoles au Burundi, et jusqu'à développer des petites usines, parce que c'est aussi un grand problème chez nous, l'industrialisation, les petites usines pour la transformation. L'industrialisation, c'est très important. Alors, nous sommes en train de développer ça, et après ça, l'analyse que nous avons fait, nous avons vu ici que nous avons l'Union des producteurs agricoles. Oui. L'Union des producteurs agricoles, IPA, dans son programme de développement international, qui appuie de telles initiatives dans d'autres pays, mais malheureusement, nous avons constaté, et ce n'est pas pour l'agriculture seulement, même pour d'autres domaines, le Québec est beaucoup plus orienté en Afrique de l'Ouest. Et pourquoi? Comment l'expliquez-vous? On l'explique. Oui. Nous avons même eu des échanges avec le ministère des Relations internationales et de la francophonie. C'était suite à un communiqué que Inter-Québec Afrique avait lancé à l'occasion de la journée internationale de la francophonie, où nous avons fustigé justement cet aspect. Comment nous l'expliquons? Si nous voyons les initiatives qui sont appuyées en Afrique, c'est beaucoup plus en Afrique de l'Ouest. Oui. Et comment l'expliquez-vous? Vous regardez même sur les appels à projets. D'accord. Nous avons eu des appels à projets ciblés, pays par pays. Vous trouverez un projet de champ d'expertise entre le Québec et le Sénégal, le Québec et le Bénin, le Québec et le Maroc. Tu n'auras jamais... Mais les diplomates travaillent. Les diplomates travaillent. Effectivement. Vous ne nous convaincrez pas. Les diplomates travaillent. C'est un travail de diplomate d'aller rencontrer les responsables et d'établir des relations commerciales avec ce pays. C'est tout ça qu'on veut stimuler, justement. Si les pays de l'Afrique de l'Est ne le font pas, vous n'allez pas vous plaindre. C'est ça qu'on veut stimuler. On veut plaider à des niveaux, ici, même ailleurs. Ils nous ont montré justement qu'il y a des initiatives à RDC en Centrafrique, au Rwanda, une ou deux, au Burundi, peut-être de la francophonie, mais ce n'est pas assez. Et nous voulons réveiller cette conscience, justement, à nos dirigeants, même à nos communautés organisées là-bas, pour qu'on puisse vraiment activer cette coopération. La présence du Québec en Afrique de l'Ouest, est-ce que, en fait, on s'interroge, est-ce que ce n'est pas une question d'instabilité politique, peut-être? Si je regarde le Sénégal, à l'époque, ça avait toujours été perçu comme, l'on en rit aujourd'hui, mais ça a toujours été perçu comme le pays en Afrique comme tel où il y avait une certaine stabilité. Stabilité, plus démocratique, tout ça. Démocratique. Avec des nuances. Le Maroc, bon, écoutez, j'en parlerai pas, mais les relations entre la France et la royauté marocaine sont établies depuis Mohamed V. Donc, et même ils ont une base militaire, la base de Kénitra. Donc, on sait que, bon, avec le Maroc, les relations sont beaucoup plus profondes depuis même la Deuxième Guerre, la fin de la Deuxième Guerre. Alors, ce sont des régions stratégiques. Mais pour les autres, des pays comme les nôtres ou comme le vôtre. Il y a une autre raison beaucoup plus historique et politique, si je peux dire ainsi, c'est qu'il y a une façon de voir les pays qui ont été colonisés par la Belgique comme n'étant pas 100% francophones. Il y a cet aspect. Effectivement, le Rwanda, Burundi, le Congo, oui, la Belgique, des colonies belges. Oui. Mais on est tenté de démontrer que nous sommes partis de la francophonie et le Québec est francophone. Même aujourd'hui, la francophonie est dirigée par le Rwanda. Comment est-ce que vous l'expliquez? On va vous laisser parler un petit peu, mon frère. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous? Comment je l'explique? C'est simple. Ça peut, il a dit, on ne va pas se substituer aux diplomates, hein, parce qu'ils ont leur travail, nous avons notre travail. Mais aujourd'hui, comme nous sommes burundais, parlons du Burundi prioritairement. Maintenant, les pouvoirs burundais
sont en train de donner de la place à la diaspora burundaise. Et ce qui ne se faisait pas avant. Ce qui ne se faisait pas avant ou alors se faisait timidement. Maintenant, c'est clair et net. Dans le langage politique, notamment à travers le président de la République, on entend la diaspora burundaise que c'est vraiment mise en avant. Alors, on embraye sur ça et nous sommes comme une sorte de courroie de transmission pour être un intermédiaire entre le Québec et le Burundi en particulier et cette partie d'Afrique en général. Et justement en prenant comme prétexte la francophonie parce que le Burundi, c'est vraiment francophone. Même au niveau de l'administration, c'est le français. Nous, que vous voyez devant vous, nous avons appris le français dès le bas âge. Oui. À l'école primaire, déjà, on apprenait le français. Maintenant, même à l'école maternelle, c'est le français. Donc, c'est un pays francophone. On ne va pas parler du Congo. Là, c'est clair et net. Plus francophone que la RDC n'existait pas en Afrique. Certes, il y a beaucoup de langues autochtones, des dialectes, mais la langue officielle, fédératrice, finalement, c'est le français au Congo. On a beau parler du Rwanda que c'est anglophone, mais c'est un pays... La population est francophone. C'est un pays bilingue, avec une grande population plutôt francophone. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que le Rwanda sera à 100% anglophone, c'est tout un processus. Donc, en suivant ce cheminement, ou alors ce prétexte de francophonie, nous estimons que c'est vraiment temps que le Québec puisse prendre en considération cette partie d'Afrique comme faisant partie de leur sphère de coopération. Et surtout, nous ciblons les 3 domaines, à savoir l'agriculture, l'éducation et la santé. L'agriculture, on est burundais, évidemment, avant, c'est notre cathédrale d'abord, on défend celle-là, et puis à côté, nous avons d'autres pays, le Congo, le Rwanda et bien d'autres. Mais le Burundi, l'agriculture repose, plutôt l'économie repose sur l'agriculture. Et cette agriculture, excusez-moi, j'en parle parce que ça me hante vraiment que de voir de la houe dès mon jeune âge, et qui existe toujours, et qui est l'héritage de mes arrière-grands-pères, grands-parents, et qui est toujours là. Et comment voulez-vous que l'agriculture puisse booster l'économie d'un pays comme le Burundi, alors que l'outil n'est pas là? Quand je parle d'outil, c'est la mécanisation de l'agriculture. Le président de Inter-Québec Afrique, Patience, a parlé de l'industrialisation. Ce sera un rêve. C'est même utopique que de parler de l'industrialisation de l'agriculture au moment où il y a toujours la houe du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous avez mentionné à quelques reprises, vous deux, j'ai entendu souvent le mot francophonie. Francophonie, très très à la mode, on en parle beaucoup dans les médias. Dites-moi, je pose la question à chacun de vous, votre sentiment sur la nouvelle francophonie aujourd'hui, avec évidemment sous la direction de M. Emmanuel Macron, qui est le président français. Votre avis là-dessus? Vous voulez parler de l'avenir de la francophonie? Je parle de votre vision de cette francophonie. Moi, je la vois différemment. Moi, je vois que les pays, un certain nombre des pays africains délaissent carrément la France, étant membres de la francophonie. Remettent en question, en fait, des politiques étrangères françaises que nous dénonçons depuis de très, très nombreuses années. À votre point de vue. Je dois dire que c'est la francophonie en tant que telle. Oui. Moi, dans ma formation, je suis un homme des lettres, des langues. Oui, synthétiquement. Synthétiquement, oui. Je pense qu'il y a plutôt une confusion entre la francophonie et la politique, la géopolitique, et même tout ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas que les pays africains, notamment, ne voudraient pas épouser la francophonie ou la langue française comme outil ou canal de communication. Et surtout que c'est depuis bien longtemps que ces pays-là parlent français, même à l'école. C'est la politique, c'est la géopolitique, ce sont des intérêts, finalement, les économies qui vont pas de pair, qui s'entremêlent et qui font que certains pays voient plutôt la francophonie comme
un canal d'imposition de certaines règles de la part ou alors de la France ou d'autres pays. On n'a plus beaucoup de temps. Votre avis là-dessus, rapido presto. Mon avis, c'est que la francophonie en soi, comme communauté, organisation, des communautés qui parlent français, n'a pas vraiment rien de mauvais. Cependant, si la francophonie est utilisée comme un outil pour le néocolonialisme, pour imposer des choses à l'Afrique et aux pays francophones, ça devient un problème. C'est pourquoi, vous voyez justement, comme vous dites, certains pays sont en train de se débarrasser de cette France, qui même ne se débarrasseront jamais de la langue. C'est qu'en fait... on veut dissocier entre l'économie et en fait la culture, la langue comme telle, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est ça. Il ne faut pas que, justement, ça soit un prétexte pour arriver à d'autres